le rôle de l'OTAN aujourd'hui, on comprend à la fois que c'est un bras américain très clair, qui n'a jamais abandonné ses visées anticommunistes, parce que l'OTAN naît quand même comme ça. Hein. Au départ, c'est vraiment la volonté de lutter contre le bloc communiste et de s'imposer le plus possible en Europe, et ce dès 1951. Donc, ils n'ont jamais quitté ça. On voit des pays européens, par l'intermédiaire de l'Union européenne, qui se soumettent. J'ai déjà croisé des caniches qui étaient peut-être moins soumis. C'est assez bluffant. Hein, en particulier l'Allemagne, d'ailleurs. En particulier l'Allemagne, bien sûr. Mais parce que voilà, l'histoire nous enseigne tout ça. On voit que d'une certaine manière, le projet de Lamgot, le projet américain de Lamgot, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui envisageait de faire des colonies européennes, à commencer par l'Italie et la France, et grâce à l'action du général de Gaulle, ça n'a pas pu être mis en place en France. Je renvoie vers le livre L'ami américain d'Éric Branca, qui explique ça, qui est tout à fait passionnant. Ce projet-là, aujourd'hui, se met en place. Là. La vassalisation des États de l'Union européenne, c'est un sujet passionnant que l'on observe. Et aujourd'hui, au fond, pourquoi l'Union européenne s'est engagée dans ce conflit aux côtés de l'Ukraine? De manière très lâche, on l'a dit tout à l'heure. Quels intérêts? Parce que je veux dire, l'intérêt central qu'il y avait, c'était le Nord Stream 2. Les Américains l'ont fait sauter. Trump déjà le sous-entendait. Donc en plus, c'est même pas une question de Biden ou Trump. Les Américains sont clairs. Ce conflit existe pour leurs intérêts et pour leurs visées géopolitiques. On voit par exemple aujourd'hui en Ukraine, malgré le plus jamais ça, malgré aujourd'hui la lutte contre le néonazisme et tout ça, on vous parle du bataillon Azov, qui est réputé pour entretenir des valeurs néo-nazis, pour avoir des insignes inspirés de la Wehrmacht, inspirés des divisions SS, notamment Das Reich. Et on a des gens qui vous disent, ouais, Le Figaro titrait par exemple au début du conflit, un régiment controversé. Controversé. Donc c'est ça qui est inquiétant, c'est quand des situations qui sont extrêmement graves effectivement en Ukraine, mais nous on est encore à distance, et même avec la distance, on ferme les yeux sur des choses fondamentales. On est en train de nous dire, bah, finalement le néonazisme, bon, ça va. C'est terrible, c'est terrible. Et le Covid doit nous alerter sur ça, sur cette capacité qu'on peut avoir en temps de crise à perdre finalement la lucidité du regard et la distanciation sur ce qui se passe. J'ai l'impression que le ton des médias maintenant sur le bataillon Azov, etc., c'est plutôt de dire c'est de la propagande russe, circuler, il n'y a rien à voir. Absolument. Mais c'est terrible, je veux dire, c'est très compliqué. Ce que je veux dire, je comprends qu'on ne soit pas forcément à l'aise avec ça, mais on peut accepter que ce régiment-là entretiennent des valeurs néo-nazis et quand même soutenir l'Ukraine. Ça n'empêche pas, je veux dire, de rester cohérent. Là, aller jusqu'à dire non, mais en vrai, ça va, puis c'est pas tant que ça des néo-nazis. Ben non, ils ont juste l'insigne de la division Das Reich, tout va bien. On en vient à nier le réel d'une certaine manière. Et c'est ça qui me semble profondément terrible. C'est que, ben voilà, on a un choix qui ne peut pas être manichéen. C'est la guerre. Donc de toute façon, la guerre, à part dans Star Wars, c'est jamais les gentils contre les méchants. Il y a toujours des nuances qu'aujourd'hui on perd complètement de vue. Complètement de vue. La Russie, c'est le méchant, point. Poutine, il chevauche des ours et il doit manger des enfants. Ça devient ridicule, en fait. On présente le réel avec une simplicité qui fait passer les aristochats pour un chef-d'œuvre de complexité. C'est dommage. Je lisais d'ailleurs dans un article de l'Express récemment qui faisait toute une liste des personnalités censées être pro-russes en France, que par exemple Edgar Morin était considéré comme un soutien à Poutine parce qu'il était pacifiste. Voilà. Que dire de plus en fait? L'Express, moi aujourd'hui, j'aime bien faire des blagues, j'envisage un jour de faire un spectacle de stand-up. L'Express est un très sérieux concurrent. Vraiment, je le dis sans second degré. Ils ont titré il y a quelques mois, il y avait un article, vraiment, alors, ok, c'était un propos rapporté, mais ils choisissent de le mettre en titre. C'était Macron, son destin, c'est d'être Jésus-Christ, Bill Gates ou Barack Obama. Je fournirai la source pour mettre en description de la vidéo. Point final, quoi. Je veux dire, point final. Après, c'est Gad Elmaleh, c'est Muriel Robin. Enfin, on est vraiment dans le milieu de la scène. Donc voilà, l'Express n'est absolument pas sérieux. Tient des propos de propagande. Ce sont des propos de propagande, c'est clair. Aujourd'hui, dire que quelqu'un est pro-russe parce qu'il réclame la paix, il faut regarder dans le rétroviseur. Et en 1930, là encore, on a des enseignements de ces gens qui ont fermé les yeux et qui ont dit, finalement, devant telle ou telle menace, on va être conciliant, on va faire ça ou ça. C'est absurde, c'est absurde. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, de l'atmosphère, finalement, actuelle du débat public qui semble se radicaliser, quand même? On a une plus grande difficulté à débattre. Dans le cas de l'Ukraine, c'est assez flagrant.
Clairement, après, je pense qu'il y a deux situations. Il y a ce qui se passe dans les médias, qui sont, il faut quand même le rappeler de manière pragmatique, qui sont dans une course à l'audience. Ils sont à la fois dans une course à l'audience, et en tout cas en France, dans une course à la subvention. En temps de Covid, le gouvernement français a distribué plusieurs centaines de millions d'euros, je crois que... Non, j'exagère peut-être. Plusieurs dizaines de millions d'euros, en tout cas une très jolie somme qui a été répartie entre différents médias pour soutenir justement les médias en temps de Covid. Parce que c'était aussi compliqué pour eux comme de nombreux secteurs de l'économie. Donc on a des médias qui sont à la course à l'audience et qui ne peuvent pas se brouiller avec l'État sous peine de disparaître. Soyons clairs, aujourd'hui, en France, je parle sur la situation française que je connais mieux que celle de la Suisse, on a des médias qui sont sous perfusion, soit publics, avec les subventions donc, pour les médias d'État, donc tout ce qui est France Radio, France Culture et compagnie, France Info, tout ça, ou qui sont sous perfusion d'oligarques. Parce que les oligarques, c'est pas qu'en Russie, on en a aussi en France. Mais au fond, les ventes s'écroulent. Prenez les statistiques, que ce soit d'audience pour les radios, les télés, ou de ventes pour les magazines, les hebdos, les quotidiens, c'est une catastrophe. Donc on voit qu'au fond, ils n'ont pas le choix que d'aller dans le sens du vent. Demain, si l'Express fait un article qui ne va pas casser trois pattes à un canard, mais qui est de dire, ouais, bon, effectivement, c'est la guerre, c'est compliqué, peut-être que les Russes sont aussi dans une situation défensive par rapport à l'OTAN qui se positionne autour d'eux, mais c'est terminé. Le lendemain, ils ont un coup de fil au niveau de l'Élysée ou de leur actionnaire principal, de dire, vous me changez ça. On l'a vu en période électorale, le journal Marianne, qui est détenu par Daniel Kretinsky, qui est un milliardaire tchèque, le Marianne prévoyait de faire une une sur Emmanuel Macron qui était un petit peu acide. Ils ont changé la une au dernier moment, sous pression de l'actionnaire principal. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, à partir de là, il y a cette situation-là, avec des médias qui sont dans une course effrénée à l'audience, donc sur les sujets chauds, qui vont devoir tenir la ligne, d'une certaine manière, la ligne gouvernementale, ou en tout cas d'aller dans le sens du vent de ce que les gens doivent penser et concevoir. Il y a cette chose-là, et je pense qu'aujourd'hui, on arrive dans une situation où, oui, là, on a quelque chose d'hystérique, avec des experts de plateau qui, la plupart du temps, sont assez incompétents et ne maîtrisent pas franchement leur sujet, mais au fond, vous éteignez la télé, vous fermez les journaux, vous éteignez la radio, les gens discutent très bien entre eux. Alors on a l'aspect YouTube qui nous réunit aujourd'hui, donc qui est un peu dans le trou noir au milieu, qui est entre les deux, entre ces deux situations-là. Mais sur YouTube, on peut aussi dire des conneries, un peu, parce que on est sur YouTube que c'est génial. Mais au fond, je crois qu'aujourd'hui, en fait, le débat qui est filmé, le débat à la télé, est hystérique. Mais les gens entre eux, je pense, discutent de plus en plus et s'intéressent de plus en plus parce que la violence de ce qu'on a vécu, Covid, Ukraine, aujourd'hui dérèglement climatique, pousse aussi les gens à comprendre ce qu'on leur dit, à chercher à comprendre, donc à s'intéresser, donc à discuter entre eux. Donc je pense que le débat est de plus en plus vif, mais dans des endroits plus petits, les gens entre eux, dans le quotidien des vrais gens, on va dire.